La compagnie de radiodiffusion La Voix de la Russie et la compagnie de télévision Pool présentent une enquête documentaire Le dernier vol de Gagarin, un mystère non élucidé. Un groupe de bénévoles qui s'est donné pour tâche d'instruire les circonstances de la catastrophe a été créé en l'an 2000, 32 ans après la mort de Gagarine, à l'Institut de Loubertzy. Il était principalement constitué d'anciens enquêteurs de 68 aidés d'experts également bénévoles. Chapitre 5. Contradiction insurmontable. Les spécialistes se donnaient une mission concrète, à savoir refaire l'analyse des indications de l'altimètre de bord pour déterminer de façon crédible la trajectoire de chute de l'avion de Gagarine. Leni Trefetz, nous avons créé au sein de l'Institut un groupe non titulaire qui devait enquêter sur les circonstances de l'accident et déterminer notamment l'altitude à laquelle l'avion a entamé sa chute. Les membres du groupe pouvaient accéder à tous les documents relatifs à l'enquête en possession de l'Institut et étaient autorisés à faire des tests en laboratoire. Igor Kuznetsov. Sacha répète. 1, 2, 3. La commission de 68, c'était l'aspect tragique de ces travaux, ne disposait pas de données sur le vol. C'est devenu une véritable pierre d'achoppement pour les spécialistes. Dans ces recherches de la vérité, il est impossible d'élucider la cause de la catastrophe sans disposer de données sur le vol, ce qui était la conséquence des manquements dans l'organisation et le suivi des vols. Dès l'acquisition des premiers résultats concrets, des divergences ont surgi. Elles ne concernaient pas les problèmes de fond ou les aspects scientifiques. Les membres du groupe étaient divisés sur ce qu'ils devaient faire, publier tout de suite les résultats du travail ou attendre la fin des recherches. Léonid Trefetz. Nous avons commencé ces recherches et les divergences ont tout de suite commencé. Ils ont commencé dès le début. Et finalement, le groupe a cessé son activité. Pourtant, l'idée elle-même était très bonne et très prometteuse. Le groupe non titulaire à l'Institut numéro 13 a dû interrompre ses travaux aux grandes dames de tous les participants à cette expérience. Une partie des membres du groupe, le soi-disant équipe Kuznetsov, composé des vétérans les plus persévérants, a continué ses investigations et disposait à ce moment des copies de la plupart des documents de l'enquête de 68. 5 ans plus tard, ces enthousiastes ont déclaré qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'opinion admise que Gagarine et Serugin s'étaient crachés en tentant de redresser l'avion en piqué. La plupart des experts croyaient qu'ils avaient commencé leur manœuvre trop tard et se sont trouvés à court de temps. Igor Kuznetsov. Nous avons commencé par mettre en doute les conclusions de 68, comme quoi l'avion s'était écrasé alors qu'il tentait de sortir du piquet. Nos recherches entre 2000 et 2005 ont prouvé que l'avion s'était crashé en plein piqué. Mieux encore, l'équipage n'avait rien fait pour essayer de redresser l'avion au voisinage de la Terre. C'est pour cette raison que le groupe Kuznetsov a avancé une nouvelle hypothèse sensationnelle, comme quoi les pilotes étaient morts à cause d'une soupape ouverte dans le cockpit de Gagarine. La chute en piqué dans la cabine dépressurisée avait provoqué une montée en flèche de pression et des surcharges, et l'évanouissement des pilotes. Stepan Mikoyan. Non, non et non. C'est pas possible. Ils ne pouvaient pas perdre connaissance, à moins qu'ils avaient reçu un coup sur la tête assez violent, mais jamais à cause d'une dépressurisation. Diffusées par le colonel Kuznetsov, les conclusions du groupe ont été accueillies à boulet rouge par certains experts faisant autorité, parce que Kuznetsov lui-même n'avait pas pris part en 1986 à l'investigation officielle des catastrophes. Alexei Leonov, il raconte n'importe quoi, le camarade Kuznetsov.
Il n'a vu pas un seul document, il ne sait rien. Les opposants d'Igor Kuznetsov ignorent sans doute que la plupart des membres de son groupe sont des vétérans qui avaient pris part en 68 aux travaux de la commission technique. D'ailleurs, les vétérans eux-mêmes font ressortir qu'ils ont bénéficié de l'expertise scientifique d'un grand nombre de chercheurs de l'Institut Igor Kuznetsov. Nous avons pu acquérir des données nouvelles sur le vol grâce à l'application des techniques d'analyse modernes à l'ensemble des données collectées en 68. Cela nous a permis d'en tirer le supplément d'informations qu'il était impossible d'obtenir à l'époque. Je rappelle que nous avons utilisé les techniques contemporaines et certaines données ont été testées. Pourtant, en 68, on savait que la soupape de ventilation était entrouverte dans le cockpit de Gagarine, mais alors les experts ont considéré ce fait comme négligeable. Stepan Mikoyan. Nous ne la fermions jamais, au point que je ne savais même pas qu'elle existait. Je n'avais pas besoin de le faire quand je montais dans l'avion. Je n'avais qu'à refermer la bulle sur moi, le caoutchouc gonflé, le cockpit restait hermétique, point la ligne. Je n'avais plus rien à faire, c'est une pure invention de Kuznetsov. Le pilote d'essai Stepan Mikoyan a raison quand il dit que les chasseurs de fabrication soviétique étaient équipés de soupapes à pressurisation automatique et il n'y avait pas besoin de contrôler leur position. Mais le fait est que l'avion piloté par Gagarine, lors de son dernier vol, était différent. C'était un appareil de fabrication tchécoslovaque qui, à la différence de nos avions, était équipé de soupapes qui, une fois ouvertes, étaient en prise directe sur l'atmosphère. En prise directe. La soupape dans le cockpit de Serogine était par contre fermée, mais celle qui se trouvait dans la cabine de Gagarine était en position de 45 degrés. Précisons que c'est Stepan Mikoyan qui avait noté encore en 68 que les indications des instruments de l'avion piloté par Gagarine et Serogine attestaient que la cabine était dépressurisée. Il faut rendre justice à Stepan Mikoyan qui avait plus d'une fois attiré l'attention des ingénieurs sur ce défaut. On a fait des tests à sa demande à l'Institut et les pilotes en ont tiré les conclusions suivantes. Les indications des instruments de l'avion piloté par Gagarine et Serogine ne sont pas conformes au fonctionnement de l'avion ayant une cabine normalement pressurisée. Fin de citation. Igor Kuznetsov ne participe plus à cette polémique. Il est mort tragiquement dans un accident de la route en 2010. Restés sans leader, les vétérans qui ont tous dépassé le cap des 90 ans appellent toujours leur équipe le groupe de Kuznetsov et cherchent à focaliser l'attention des collègues sur le résultat de leurs longs travaux. L'investigation de ces tragédies a révélé un fait important. Les pilotes se trouvaient dans un espace dépressurisé et ne portaient pas de masque à oxygène. Nous l'avons prouvé, les faits à l'appui. On m'a régulièrement fait faire des tests en cuisson hyperbare où la vitesse en descente maximale est de 30 mètres secondes. C'est vraiment la limite. À cette vitesse, il est déjà difficile de lire les indications des instruments ou prendre des notes sur un bloc. Or, Gagarine et Serogine descendaient à une vitesse 5 fois plus élevée que celle admise par le règlement en caisson hyperbare. Selon les membres du groupe Kuznetsov, l'issue tragique a résulté de l'enchaînement de 3 facteurs, à savoir le début d'hypoxie de l'équipage, la montée rapide de pression et les surcharges en cascade lorsque l'avion chutait en piqué
avec une cabine dépressurisée. C'est seulement en 1975 que les experts en médecine aéronautique et spatiale ont introduit des limitations en matière de vitesse de descente en piqué qui ne pouvaient désormais dépasser 50 mètres secondes. Aucune instruction n'existait à ce sujet en 1968. Ce n'est que 23 ans après la mort tragique de Gagarine et Sergeyine que les spécialistes ont déterminé que le pilote qui se trouve au bord de l'épanouissement ne retrouve sa conscience qu'au bout de 5 à 12 secondes, qu'il est capable d'évaluer la situation au bout de 15 à 20 secondes et qu'il lui faut en moyenne 2 minutes pour reprendre l'activité motrice et les capacités de contrôler l'avion. De toute évidence, Yuri Gagarin et Sergeyine n'ont tout simplement eu le temps de récupérer pour redresser l'avion en piqué ou se catapulter.